Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 23 janvier 2025 du live de TV Finance, et pour continuer à analyser, décortiquer l'actualité, son impact sur les marchés financiers, j'ai le plaisir de retrouver, comme j'en ai l'habitude désormais sur le plateau de TV Finance, Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci Philippe d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef aux publications Agora, avec nous donc régulièrement pour commenter l'actualité. L'actualité ces derniers jours, c'est évidemment l'arrivée de Trump au pouvoir. Trump qui a encore répété hier qu'il allait mettre la pression aux économies chinoises et européennes. On entend partout cette question, quels sont les secteurs qui vont être le plus impactés? Nous, on ne va pas s'intéresser à ça, on va essayer de comprendre, est-ce que des secteurs pourraient être épargnés par ces hausses tarifaires, Philippe? En ce qui concerne l'Europe, on n'exporte pas énormément vers les États-Unis. Clairement, le gros morceau, ça reste quand même l'automobile. Le deuxième secteur, c'est le luxe. On ne peut pas dire qu'on fait concurrence aux États-Unis en matière de luxe, parce qu'il n'y a pas vraiment de marque made in USA qui soit hégémonique ou qui pourrait se sentir fortement concurrencée par Richemont, LVMH, Kering, Hermès, etc. Donc là, s'il y a des secteurs qui peuvent être éventuellement visés, à mon avis, ça sera dans la technologie, une fois de plus. C'est-à-dire que tout ce qui risque de faire de l'ombre à une sorte de monopole américain, ça peut rentrer sous les radars. Oui, c'est ça. Donc on comprend le luxe, l'automobile, les produits pharmaceutiques aussi également. Ils ont dit, tous les secteurs considérés, et la défense. C'est la Chine, les produits pharmaceutiques, c'est la Chine et l'Inde. Mais en tout cas, c'est ça. La logique de Donald Trump, c'est de surtaxer tous les produits qui pourraient venir mettre à mal la sécurité nationale américaine. On s'en doute bien. Ceci étant, est-ce qu'il y a des secteurs qui pourraient bénéficier, des secteurs européens, qui pourraient bénéficier de ces hausses tarifaires? C'est-à-dire qu'en gros, finalement, ça va faire un appel d'air pour ces secteurs d'activité vers les États-Unis. Franchement, comme ça, là, rien ne me vient. Totalement global. Non. Quand on parle on n'est pas encore dans la logique d'une guerre tarifaire avec l'Europe. Avec le Canada, le Mexique, c'est autre chose. Il annonce 25% pour probablement obtenir quelque chose. Alors donc le Canada, ça serait qu'ils importent davantage d'armes américaines. Le Mexique, on a bien compris, c'est pour qu'ils reprennent des centaines de milliers, voire des millions de migrants. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont les mettre, mais bon, peu importe. Voilà le raisonnement. Pour l'instant, l'Europe me paraît relativement épargnée. On comprend bien là aussi que ce que cherche Donald Trump, c'est à ce que l'on importe davantage de GNL. Même s'il coûte moins cher venant de la Norvège, de l'Azerbaïdjan ou de l'Algérie. Voilà, c'est ça le but. Il veut rééquilibrer la balance commerciale Europe-États-Unis. Voilà, mais il va la rééquilibrer avec quoi? Avec le gaz et le pétrole. Et l'intelligence artificielle, probablement. Et l'intelligence artificielle. La transition est toute trouvée, Philippe. Hier, le président américain a annoncé un investissement massif dans l'intelligence artificielle. C'est un projet qui a été baptisé Stargate, 500 milliards de dollars sur 4 ans dans la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle. En plus, ce qui est assez intelligent, c'est que c'est pas de l'argent public qui sera consacré à ça, mais de l'argent privé. Comment l'Europe peut et doit réagir face à ce méga projet? Est-ce que l'Europe a les capacités de réagir? Oui, alors, très bonne question. Est-ce que l'Europe doit? Oui. Est-ce qu'elle le peut? Non. Voilà, non mais... Quand on entend ces 500 milliards, dans ce coup, le chiffre, évidemment, il frappe l'imagination. Mais en réalité, même si Trump n'avait rien annoncé, rien, il s'en occupe pas. Qu'est-ce qui se serait passé? Mais les boîtes d'IA auraient investi 500 milliards. Et les 20 super data centers, ils auraient été construits. On n'avait même pas besoin d'un plan venu de la Maison-Blanche. C'est ça la réalité. Quand vous avez des boîtes qui ont 100 milliards de trésorerie, et il y en a quelques-unes, je ne parle pas d'Apple parce que bon, là c'est autre chose, mais ces 500 milliards, on va les trouver. Les entreprises américaines
ont déjà au moins la moitié de la somme. Les marchés financiers sont, mais alors, full boule sur le secteur. Si vous leur dites il faut miser sur l'IA, mais on va refuser du monde. Voilà. Donc ces 500 milliards, c'est, on va dire, une reprise à son compte par Trump de quelque chose qui était déjà dans tous les tiroirs. Voilà. Sans compter que derrière ces 20 super data centers, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, mais ce qui est certain, c'est que derrière, on va y mettre également de l'énergie. Il faut construire des centrales électriques, de toute façon. Mais oui, nucléaire, en l'occurrence. Et là, c'est une forme de révolution également. On va arrêter peut-être de construire des méga des méga centrales type Fukushima, 4 gros réacteurs et tout, pour mettre du petit réacteur, comme ce qu'on trouve sur les porte-avions, les sous-marins nucléaires, les brise-glaces atomiques russes. C'est 10 fois moins puissant qu'un EPR de Flamanville. Mais ça suffit largement pour un data center sans émettre une once de carbone. Voilà. Donc, et alors nous, où est-ce qu'on en est Ouais, c'est ça la question. Nous, on peut rien faire en fait en réalité. Quand vous dites à la question que doit faire l'Europe, l'Europe doit évidemment réagir. Que peut faire l'Europe? L'Europe ne peut rien faire. La France pourrait. La France pourrait. Nous, on est les seuls à maîtriser cette fameuse technologie. Ah oui, d'accord. Vous parlez pas d'IA là. Vous êtes plutôt sur l'énergie, et encore. Non, mais les data centers qui vont se construire en Europe, on peut être à peu près certain que ça va être des émanations de grands groupes américains. Pour l'instant, en Europe, on n'a pas On n'a pas le budget surtout. Alors, on n'a aucune entreprise qui pourrait mettre 500 milliards de dollars sur 4 ans. Non, mais même qu'une entreprise puisse mettre 50 milliards, ça serait déjà magnifique. On ne les a pas. Alors, les seuls qui, peut-être, aujourd'hui, seraient tout à fait bien placés, si jamais on avait un champion d'Europe de l'intelligence artificielle, une espèce de SAP, mais orienté vraiment IA, derrière, on pourrait avoir éventuellement un Schneider, vous voyez, qui aurait les moyens, la technologie pour aider. Mais on n'a ni le champion, ni même dans nos cartons un projet de champion. Et en ce qui concerne l'énergie, la France peut quelque chose. La France peut, évidemment. Voilà. Alors justement, vous dites qu'effectivement, on n'a pas ces champions nationaux ou européens, pan-européens, qui pourraient rivaliser avec les grandes entreprises, les grands groupes américains. On n'a pas d'OpenAI, tout simplement, il faut le dire, et il n'y a pas de Microsoft derrière. On n'a pas de ChatGPT, on n'a pas exactement. Du coup, par la force des choses, et Microsoft, OpenAI et Microsoft qui sont en train de se séparer. On a vu ça ce matin, on y reviendra peut-être. Juste donc, pour poursuivre sur le fil de votre interview, vous nous dites qu'on n'a pas en Europe et en France de champions capables de rivaliser. On ne le découvre pas, on le sait depuis longtemps. Ceci dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit accélérer l'intégration européenne, notamment sur le volet économique, le volet financier? Et je vais vous hérisser les cheveux. Est-ce qu'on doit accélérer et mettre en place définitivement ce marché des capitaux? Si on veut rivaliser, est-ce que c'est le moment? Ça aurait été le bon moment en 2009. C'est là vraiment qu'on a commencé à perdre complètement pied par rapport aux États-Unis. Rappelons-nous qu'aux États-Unis, en 2009, c'est le quantitative easing qui commence à plein régime. Nous, il a fallu attendre 2015. Donc ça fait 6 ans quand même. 6 ans de retard. Maintenant, la croissance américaine, n'oublions pas, elle est achetée à crédit. Ça fait très très longtemps qu'ils l'achètent à crédit parce qu'ils ont le dollar. Et nous, l'euro, il n'a jamais vraiment rivalisé avec le dollar. Et puis, depuis qu'on a pris du retard en termes de croissance, de dynamique, plus on perd de terrain sur les États-Unis, plus l'euro devient une devise de réserve secondaire, parce qu'il ne se passe rien chez nous. Pourquoi est-ce qu'on aurait de l'euro si on se dit avec l'Europe, le commerce, il va pas s'accroître, on va rien faire ensemble. Donc tout est là. Donc je dirais que l'endettement américain, quelque part, il a quand même été vertueux, même si d'un point de vue économique, n'importe quel monétariste vous dira que ça se terminera très mal. Ça se terminera très mal pour le dollar. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc, on ne sait pas. Ça, on imprime 2 dollars pour faire 1 dollar de PIB, puis 3 dollars, puis 4 dollars. Où se situe la limite du raisonnable? On n'en sait rien.
Pour l'instant, on n'a pas encore testé. Alors, en ce qui concerne l'intégration des capitaux en Europe, oui, on aurait dû le faire bien avant. On aurait dû avoir des projets communs ambitieux. Depuis 2000, il y en a carrément plus. Et je crois que le dernier grand projet européen, c'est le CERN. Le CERN en Suisse. En Suisse, à cheval sur la frontière entre le Jura et le Genevois. Bon, il y a rien. Enfin, au niveau européen, la seule chose sur laquelle on est tous pas d'accord, mais ça se fait sans notre consentement, c'est taxer, réguler et voire interdire et censurer. Alors ça, l'Europe, là, à Bruxelles, ils sont absolument champions de la taxation, de la régulation. Et quand il s'agit de bâtir, alors là, on est complètement absent. On est complètement absent, donc on doit finalement le rapport Draghi, qui est le dernier rapport que la sphère économique, politique, financière, économique a eu entre les mains. C'est un rapport qui préconisait 800 millions d'euros d'investissement supplémentaires. Il faut aller les chercher, en fait. Il préconisait également de détricoter ce millefeuille administratif européen et d'accélérer l'investissement, les rapprochements d'intérêts stratégiques dans certains secteurs clés. Là, vous n'allez pas avoir un Trump ou un Javier Milei. Alors, je ne suis pas un admirateur de Javier Milei, mais quelqu'un qui arrive dans son bureau avec son petit drapeau et qui dit, voilà, aujourd'hui, je supprime 2500 réglementations inutiles. Paf, voilà, débrouillez-vous. Voilà, on n'a personne pour faire ça. Au contraire, en Europe, on est les champions du recrutement, du vérificateur de normes, du concepteur de nouveaux cadres réglementaires, etc. C'est extraordinaire. Et en France, c'est pareil. Combien a-t-on embauché de gens qui supervisent, qui surveillent, et combien y a-t-il de gens qui sont des créateurs, des organisateurs, si on décide de développer un projet européen? Zéro. Zéro. On ne recrute que des vérificateurs. Alors qu'on devrait avoir parmi les ministres et parmi les grands commissaires européens des gens qui sont des symboles de la réussite en Europe dans un domaine ou un autre. Bon, Musk est aujourd'hui enfin plus ou moins au gouvernement américain. Il a une mission, mais le message, il est complètement emblématique. C'est un chef d'entreprise qui a réussi, certes pas tout seul, mais qui a quand même réussi. Il a eu moins l'intelligence de bien s'entourer. Et c'est un symbole du rayonnement des États-Unis. À l'Europe, on n'a que des symboles de la haute fonction publique et le plus souvent de gens qui sont recasés parce qu'ils ont été mauvais. Et on ne savait pas quoi en faire parce qu'ils ont été mauvais. Alors ils se retrouvent à la Commission européenne. Qu'est-ce que fait un séjourné ? Qu'est-ce que des gens comme ça, j'ai rien contre séjourné, mais qu'est-ce qu'ils symbolisent et qu'est-ce qu'ils représentent comme capacité d'innovation, de mettre en place une dynamique ? Alors, on va rester sur cette logique d'innovation. On va basculer en France. Avant-hier, Astrid Panosant-Bouvet, qui est notre ministre du Travail, a eu une idée. Elle s'est dit que pour financer la protection sociale, il fallait taxer davantage les retraités et les retraités les plus aisés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle a été depuis quand même un peu rabrouée par l'ensemble de ses amis. Mais... Ça a été un ballon d'essai, ça a été un massacre sur les réseaux sociaux. Un ballon d'essai, bien raté. Alors là, on progresse, je dois dire, grâce à cette ministre. Avant, on avait cru comprendre avec François Hollande que la richesse, ça commençait peut-être au-delà de 3 500, voire 4 000 euros par mois. Et là, on découvre que la richesse, c'est un petit peu au-delà de 2 000. J'attends le moment où quelqu'un qui a une retraite de 800 euros sera jugé riche par rapport à quelqu'un qui touche le RSA. Non, mais on progresse. Alors, je rappelle qu'en Suisse, 4 000 euros, c'est une petite retraite. Alors j'entends déjà les objections, mais non, en Suisse, la retraite fédérale, elle est entre 1 250 et 2 500 francs suisses. Bon, si vous connaissez un petit peu la Suisse, vous savez que chaque Suisse a un plan d'épargne
personnel, hein, bon, c'est de la capitalisation, le mot qu'il ne faut pas prononcer en France. Donc en Suisse, ça existe. Donc en Suisse, un retraité, il touche autour de 4000 francs suisses. Voilà. Bon, c'est de la démagogie pure, comme vous dites. Finalement, c'est un essai. En fait, non mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont payés 8 000 et quelques euros par mois et qui vont aller taxer des gens qui sont à 2 000 parce qu'ils sont aisés? Pourquoi? Parce que la retraite moyenne est à 1 620 euros. Mais quand vous voyez cette logique-là, vous vous dites que l'Europe, elle a aucune chance d'aucune sorte de relever la tête. Si on est prêt à taxer quelqu'un à 2000 ou 2200 parce qu'on considère qu'il est riche, alors l'entrepreneur qui réussit et qui gagne 6 ou 7000 par mois, on lui prend tout. Enfin, la logique, c'est de dire que derrière, que les retraités sont la classe sociale économique qui bénéficie le plus d'abattements fiscaux. Mais ils sont 10%. Voilà, c'est juste la logique 10%. Était là. Et cet argent qu'ils reçoivent, ces 2000 qui sont pour le moins que ce qu'ils gagnaient en salaire. Alors pour le privé, c'est la moitié de ce qu'ils gagnaient. Et cet argent qui a été mis de côté, il a déjà été taxé à 50%. Hein, donc celui qui a réussi à épargner, c'est déjà parce qu'il a fait face à une pression fiscale de presque 60%. Et le peu qui lui reste, eh bien, une fois qu'il arrive à la retraite, on va changer encore les règles du jeu. Et à 2000, vous êtes un riche. Alors, c'est vrai qu'avec 2000, vous êtes un riche en Thaïlande. Mais il y a un moment, on se dit, j'ai envie de me barrer en Thaïlande, quoi. Eh bien, écoutez, on va rester sur ces mots-là. Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Philippe Béchat, vous êtes directeur de la rédaction aux Publications Agora. Avec nous, rédacteur en chef aux Publications Agora. Avec nous très régulièrement pour commenter l'actualité. Je vous en remercie. Je vous remercie de votre œil et de vos analyses acerbes et sans langue de bois. Et écoutez, à très bientôt sur le plateau de TV Finance. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 23 janvier. À tout de suite sur TV Finance.